Accord, désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Je suis ravi de vous retrouver, évidemment, après ces courtes vacances. Mon cher Philippe, est-ce que vous croyez vraiment que un électeur sur 4 en France va aller voter aux primaires de la droite? Vous faites référence au sondage du Parisien. Du Parisien. Pas du Parisien, de Doxa. Vous, par exemple, qui êtes à droite, vous allez voter? Ah non, certainement pas. Moi, je suis hostile au système des primaires. Je l'ai dit souvent d'ailleurs à ce micro, mais tout le monde l'a oublié. Non, je ne voterai certainement pas. Et je ne crois pas qu'un électeur sur 4 ira voter. Pourquoi? Ça paraît gigantesque, ça fait 10 millions de personnes. C'est une tentation. Enfin, d'abord, ça n'a pas force d'institution. Ça restera peut-être un caprice pour certains Français. Je respecte d'ailleurs ceux qui veulent voter. Non, je n'aime pas ce à quoi ça aboutit. D'ailleurs, j'ai un exemple. Permettez-moi de rire. J'ai un exemple qui justifie ma prévention. C'est ce qui s'est passé il y a 4 ans. C'est sur finalement des primaires que François Hollande a été élu président de la République et c'est une catastrophe. N'est-ce pas? Non, ça va mieux. Ça va mieux, oui. Donc vous considérez que finalement que le quinquennat plus les primaires, qui est le système électoral français depuis 2007, est une catastrophe pour l'évolution du pays. Absolument. Et c'est ce qui expliquerait la situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire l'aspect institutionnel. Ça contribue. Je pense qu'il en eût été autrement si, il y a 4 ans, l'élection avait été faite dans des conditions normales, et je veux dire les conditions conformes à la tradition, et pour 7 ans. Oui, je suis là-dessus. Vous êtes une sorte de Guénaud. Vous êtes une sorte de Guénaud déguisé en Tesson. Oui, enfin, pourquoi pas, puis j'ai pas besoin de Guénaud, de toute façon, pour qu'on me définisse. Mais, je veux dire. C'est une plaisanterie. Non, mais je savais, mais je réponds comme il s'y est, non? Je prends la chose pour ce qu'elle était. Vous savez, pour une plaisanterie. Pourquoi? La question, c'est pourquoi êtes-vous hostile au système des primaires? Parce que les primaires mènent à un système démocratique que je réprouve, qui s'appelle la démocratie d'opinion. Voilà, je suis contre le principe de la démocratie d'opinion. La primaire y mène tout droit. Non, sur cet aspect-là, parce qu'il y a une évolution générale qui est quand même copiée sur le système américain et qui est le nôtre maintenant, enfin qui est une version francisée du système américain. Oui, alors est-ce qu'il y aura 12 millions, c'est quand même ça, 12 millions d'électeurs, si on en croit le sondage Odoxa, là, qui iront voter à la primaire? Je crois pas non plus. Je fais pas préjuger, mais ça me paraît étonnant. Mais vous quand on sait que il y a 6 mois, on disait que finalement peut-être 400 000. Puis après, on a dit peut-être 3 millions. Et maintenant, ce matin, on en est à 10 millions. C'est gigantesque. L'électorat de gauche, qui a quand même une culture démocratique, partisane, qui est quand même un peu plus enracinée qu'à droite, ils étaient 2 500 000. Voilà, moi, ça me paraîtrait mais absolument sidérant que 12 500 000 Français se déplacent dans les 10 000 bureaux de vote. Sauf s'ils considèrent que c'est la présidentielle. Sauf s'ils considèrent... Il y a de ça, probablement, mais... Il y a aussi, finalement, l'élection présidentielle est moins importante. On va buter aussi, les Républicains vont buter très vite sur la dimension organisationnelle de leur affaire. Parce que tout le monde oublie quand même que les conditions dans lesquelles on va pouvoir voter, où on va pouvoir voter, ça compte. 10 000 bureaux. Si vous avez 10 000 bureaux et qu'il y a 12 500 000 électeurs, vous allez avoir beaucoup de déçus. Et s'il y a beaucoup de déçus, ça veut dire beaucoup de polémiques. Parce qu'il y a plein d'endroits où des gens vont dire « Ah, mais moi je voulais voter Juppé, j'ai pas pu voter Juppé à, par exemple, Neuilly. » Ou d'autres qui diront « Je voulais voter Sarkozy à Bordeaux et j'ai pas pu voter Sarkozy à Bordeaux. » On se dirige vers ça. Ça, c'est un premier point. Ça, c'est la responsabilité de Thierry Solaire. Oui, mais je crois qu'il va avoir beaucoup de soucis. Parce que si ça se confirme, cette tendance, il va avoir beaucoup. Et puis, deuxième point, quand même, je vais le dire aussi. Je suis d'accord d'une certaine façon avec Philippe. La primaire a été inventée à gauche et puis aussi à droite pour régler le problème du rapport du futur président ou de la future présidente de la République avec l'histoire. C'est-à-dire que c'est un système qui permet de construire une légitimité qui permet d'aller au premier tour de l'élection présidentielle. Or, on est en train d'assister au phénomène inverse. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que la primaire génère de la médiocrité. Et des candidats multiples. On en est à 12, 13 potentiels au sein des Républicains. À gauche, vous avez le même phénomène. Quand vous voyez qu'un intellectuel, certes respectable, comme Thomas Piketty, considère qu'il faudra organiser une primaire pour qu'il puisse y être candidat, mais c'est aberrant. On est en train de générer, non pas de réparer la médiocratie française politique. Américain. Non. Mais oui, mais en France, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que là, on est en train... Pas comme ça. C'est en train de fonctionner comme ça. Non, parce qu'il y a une construction. Parce que la grande différence entre les primaires américaines et la primaire française, aux États-Unis, ce sont des primaires, et chez nous, c'est une primaire. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez une aventure qui s'étale de janvier à août
dans l'année qui précède l'élection présidentielle, enfin l'année de l'élection présidentielle. Donc vous pouvez construire une légitimité. Je voudrais qu'on écoute Pierre Gattaz pour parler de la loi travail. Il était sur l'antenne d'RTL à 7h52 ce matin, le patron des patrons. En l'état, elle nous fait très peur, cette loi. Nous sommes très inquiets de l'évolution de cette loi. Avec cette loi-là, on ne peut pas créer d'emploi. Très peu, à mon avis, non. À mon avis, dans la version 3, elle ne créera pas d'emploi. Voilà, point. Donc il faut absolument que les députés la redressent, la fassent approcher de la version 1. Il faut faire confiance dans les employeurs. Il faut comprendre que cette loi n'est pas une loi politique. C'est pas une loi pour faire plaisir à des groupes de gens. C'est une loi qui doit déverrouiller le marché du travail. Le rapporteur Christophe Sirugue. On confond la lutte que nous devons avoir contre les CDD extrêmement courts. Je rappelle que 50% des CDD aujourd'hui sont de moins d'une semaine, avec une taxation des CDD qui oublierait que notre économie, que certains pans de notre économie ont besoin de ces CDD pour fonctionner, et que donc, là encore, à vouloir globaliser, à vouloir donner un message qui, me semble-t-il, n'est pas en adéquation avec ce que nous voulons faire, eh bien, nous participons de cette confusion. Voilà donc pour les principales déclarations donc de la matinée. Ce que vient de dire Christophe Sirugue, c'est sévère pour Manuel Valls, qui a lâché la taxation des CDD au président de l'UNEF, là, le type qui a 27 ans. De toute façon, il y a un débat à gauche qui fait, c'est une histoire. Non, mais c'est pour ça que je voudrais répéter. Ça devient une histoire gauche-gauche parce que maintenant la droite, j'allais dire, snob totalement cette loi qu'elle voulait soutenir au début, et donc on va assister à une discussion parlementaire qui va être essentiellement une conversation entre les frondeurs, des députés qui sont hostiles, le gouvernement. C'est-à-dire que Ah bah de toute façon c'est une catastrophe. C'est complètement nul techniquement, c'est nul politiquement, puis ça aboutit à une catastrophe. Ça aboutit d'ailleurs au contraire de son objectif. Cette loi qui est mal conçue et mal vendue a été progressivement retournée contre elle-même comme la peau d'un lapin mort. Vous voyez ce que je veux dire? Rejetée d'abord par la gauche, elle a été en second lieu rejetée par la droite, créant si bien rejetée par le patronat, rejetée par les PME, si bien que ça crée une confusion telle. Il y a logiquement, vous voyez, c'est là où il y a une perversion de la démocratie. Logiquement, à quoi ça devrait aboutir? À une motion de censure. Et puis le gouvernement tombe. Voilà, c'est ça la politique, c'est ça la justice, c'est ça la vérité. Alors ou le 49.3, enfin le 49.3, le gouvernement n'est pas obligé de démissionner. Motion de censure, il est obligé. Voilà, c'est catastrophique. Il y a longtemps. Bon, c'est triste, ils ont eu des mérites, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais il y a longtemps que ce gouvernement aurait dû tomber et que ce président aurait dû partir. Voilà, c'est triste. Non, mais c'est triste. Bah oui, la gauche était légitime. D'ailleurs, tu te rends pas compte, mais il est protégé par la Constitution. Tu viens de le dire. Attends, mais bien sûr qu'il est protégé, mais d'accord. Protégé par la Constitution. Tu viens toi-même de dire, tu as dit la primaire, je me rappellerai cette formule dans ta bouche. C'est de la primaire à générer la médiocrité. Je parlais de la droite. Il y a eu une primaire pour Hollande, excuse-moi. Ce qui est valable pour Sarkozy est aussi pour Hollande. Non, parce que c'est pas la même nature d'homme et de primaire. Non, mais c'est vrai. Alors, ça, c'est le procès à la personne. Bah oui, évidemment, oui. Excuse-moi, le procès à la personne. Ce que tu es en train de faire depuis 10 minutes, Hollande. Le procès à la personne est une expression, certes, au second degré ou au troisième degré, de ce qu'on appelle le racisme. Alors, arrête-toi avec ça. C'est d'ailleurs, tu utilises tous les moyens que tu reproches à tes adversaires d'employer pour justifier pour trouver des arguments qui justifient ta mauvaise foi. C'est exactement. Tu es la gauche, entre guillemets, et sans guillemets. Bon, allez, je veux bien. J'aimerais que Bruno Roger Petit, dans le droit fil de cette conversation, réponde justement à l'apostrophe de Philippe au départ, à savoir que ce gouvernement devrait aller vers la motion de censure, ou en tout cas partir, voir le président de la République quitter le pouvoir. Évidemment, tout ça est un peu provoquant. Mais est-ce que vous considérez comme Bruno, écoutez 2 secondes. Oui, mais est-ce que vous considérez comme Le Monde d'hier soir, donc qui paraît en province aujourd'hui, que c'est le énième tournant, mais c'est le dernier tournant justement de la possibilité pour François Hollande de réaliser quelque chose? D'abord, il est probable que nous allions au 49.3, parce que la divergence est telle aujourd'hui entre la quarantaine de députés fronteurs et la gauche de gouvernement que le fossé me paraît difficile à combler. Mais justement, c'est ça qui est intéressant politiquement. Moi, je suis quand même assez frappé, quoi qu'en disent Philippe et quelques autres, de voir que le slogan « ça va mieux » commence à s'imposer dans l'opinion. Ça va mieux.
C'est-à-dire que, mais si, il y a une embellie économique, il y a des indicateurs qui montrent que on passe du rouge, je vais pas dire au vert comme Pierre Mauroy, mais à l'orange. Et donc, effectivement, ça commence à aller mieux. Et vous avez cette gauche de la gauche, alors les frondeurs du PS au Parlement, et puis ça va de Nuit debout à Besancenot en passant par Mélenchon. Vous avez cette gauche de la gauche suicidaire, alors que ça va mieux, qui tente par tous les moyens, parce que c'est leur intérêt, ou l'idée idéologique au libéralisme, au social-libéralisme ou à la social-démocratie, parce que c'est pas encore très bien défini du côté de la gauche du gouvernement. Ça va se jouer dans les années qui viennent, probablement entre Macron, Valls et quelques autres. Mais bon, et vous avez ces gauches de la gauche qui passent leur temps à sabrer la gauche du gouvernement. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, c'est leur problème. Ce qui les arrange, eux, c'est un gouvernement de droite dur, comme celui qui est en train de se préparer s'il y a alternance en 2017, qui permettra de leur donner raison. Voilà. Mais ça va s'effectuer sur quoi? Ça va s'effectuer sur le dos de ceux qu'ils prétendent défendre. C'est-à-dire les salariés, les démunis, les chômeurs, les retraités et toutes ces catégories. Non, mais c'est pas du porte-parole là, mais c'est une réalité. En tout cas, moi, je crois à la gauche du gouvernement depuis Léon Blum, depuis Mitterrand. Je pense qu'il faut que la gauche aille au pouvoir et qu'elle ne se cantonne pas à des postures d'imprécation sympathiques comme Frédéric Lordon, place de la République à Nuit debout. Mais c'est ça aussi l'enjeu derrière la loi El Khomri. C'est le rapport de la gauche à l'exercice du pouvoir. Troisième question, Philippe, concernant justement l'évolution de la société française. Si l'on dit qu'il est probable que le prochain président de la République, si l'on dit avec des conditionnels, sortira des primaires de la droite, comment régler le problème social, puisque Bruno vient de défendre et d'expliquer les problèmes qui étaient posés à la gauche par, disons, l'extrême gauche et une partie des syndicats, mais comment la droite, qui va être confrontée exactement au même problème, va gérer le problème? Écoutez, ça dépend qui. Il y a quand même un problème qui se pose à la France. Le problème n'est pas social, à la base. C'est que aucun des chefs d'État qui a été élu, en tout cas je parle des deux derniers, n'a réussi à imposer la politique qu'il avait promis de mener. Aucun. Il y a donc un problème d'autorité qui renvoie à autre chose que... Hollande n'avait pas promis la révolution libérale. Hein. C'est même pour ça qu'on lui fait le procès en trahison. C'est exactement ça que je veux dire. Il y a donc un problème, et le problème social ne peut être résolu. Enfin, l'une des conditions de résolution du problème social, c'est la conformité entre la promesse, l'intention exprimée par le président de la République avant qu'il soit élu, et la possibilité pour lui de réaliser sa politique. Le problème est donc politique, et un problème institutionnel, et un problème politique, donc un problème institutionnel. Voilà, là, ma réponse, elle vaut ce qu'elle vaut. Je n'entre pas dans le fond du problème, puisque j'inverse l'ordre de vos priorités. Vous dites qu'il y a d'abord le problème social. Moi, je dis et vous dites comment le résoudre. Eh bien, je réponds par des méthodes, par des moyens politiques. C'est tout. Je ne suis pas là pour défendre systématiquement l'invité de tout à l'heure, qui était Hervé Mariton, qui est le plus libéral des candidats à droite, mais son argumentation est intéressante. Il dit le seul moyen de faire passer, je parle du point de vue des électeurs de droite, cette révolution libérale souhaitée, c'est pas les ordonnances, c'est de proposer justement une révolution libérale totale avec un paquet, j'allais dire, innégociable et qui finalement passera mieux que quelque chose qui voudrait être équilibré, c'est-à-dire qui déséquilibrera à la fois les uns et les autres. Oui, mais je réponds. Est-ce que l'argument de Mariton n'est pas mais c'est encore une fois à côté du problème. Les électeurs, un président est élu sur un engagement. Un engagement. Ça dépend quel président. Non, mais institutionnellement, politiquement, un président est élu sur un engagement. Les électeurs l'entendent puisque c'est en faveur de cet engagement qu'ils votent. Et il ne peut, c'est le problème démocratique, il n'est pas social. Cet engagement, il ne peut pas le tenir. Pourquoi? Alors que dans les autres pays, je sais pas, Merkel a tenu ses engagements. Elle a eu la possibilité de le faire. Obama a tenu ses engagements. Hollande n'a pas pu. Il n'a pas pu. Il y a évidemment de sa faute. Évidemment, il y a une incapacité. Il y a un problème d'autorité, un problème de comportement. Enfin, le problème est quand même d'abord politique, démocratique, institutionnel. Pourquoi, en France, un président de la République ne peut pas mener la politique à laquelle il s'est engagé à la demande de la majorité de l'électorat? La peur de la rue. La peur de la rue. Voilà, quelque chose. Ma question est saine, elle est claire, elle répond à la logique et au bon sens. C'est le problème de fond. Même Nicolas Sarkozy l'a reconnu d'abord dans son livre. Voilà, c'est ça. Alors le problème... Est-ce que je peux dire un mot? Juste un mot. C'est le côté régicide des Français faisant allusion, par exemple, à la tradition qui est 89, 1830, 1848, 1870, les grandes grèves qui ont précédé 14, 36, etc., puisqu'on fête l'anniversaire du Front populaire. Donc il y a en France cette espèce de mélange entre à la fois un régime démocratique
démocratique et un régime qui se cogère dans la rue de temps en temps Voilà. par 68. C'est le Et donc, problème. effectivement, on a eu peur de ça, par exemple, 95. Bruno répond et on clôture. Moi, je vais vous dire, je vais prendre l'hypothèse qui est dans le Parisien aujourd'hui, à savoir que s'il doit y avoir un président Les Républicains l'an prochain, ce sera Alain Juppé. Bon, même si Nicolas Sarkozy est désigné candidat, chacun le sait, il ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Ça, c'est une donnée de base, ce que je Faut quand pense. même donner les chiffres. Hein. 41% au premier tour pour Alain Juppé, si j'ai bien suivi. Voilà, et et au 24% deuxième, pour Nicolas Sarkozy. et il écraserait au deuxième tour de la primaire Nicolas Sarkozy avec Qui n'est pas 63% encore des voix. déclaré. Bon, mais je vais prendre cette hypothèse. Or, Vous terminez. que nous dit Alain Juppé? Parce que si c'est lui l'hypothèse la plus probable à l'Élysée, il faut le savoir. Je vais faire qu'un mandat. Ça veut dire quoi, je fais qu'un mandat? C'est-à-dire que pour toutes les raisons que Philippe Tesson vient d'énoncer, plus celle-ci, à savoir je ne fais qu'un mandat et je ne suis pas candidat à ma succession. Du jour où il est élu, le dimanche soir, 5 mai à 20h01 et 1 seconde, vous entrez dans la guerre de succession. Et vous aurez à l'Assemblée, au sein des Républicains, le même schéma que ce qui s'est passé sous le quinquennat de François Hollande, mais aggravé. C'est-à-dire qu'on sera déjà dans la bataille pour la succession d'Alain Juppé, où les uns et les autres voudront se démarquer, où les uns et les autres voudront s'opposer, où les uns ou les autres voulez voudront lui dire cliver. quoi Je veux vous dire que, pour répondre à votre question initiale, Alain Juppé, contrairement à ce qu'on raconte, le fait de ne faire un mandat, ça va pas le libérer, ça le rendra encore plus prisonnier d'une majorité qui sera C'est pour nécessairement ça d'ailleurs divisée. que sur ce plan-là, Donc, il était il ne se passera rien sous Alain Juppé. considérablement attaqué par Bruno Le Maire. Merci. Et tout à fait, ils vont Philippe. dire, quand- Je voulais simplement apporter un petit correctif qui est important. Le Parisien ce matin écrit: notre sondage exclusif au Doxa Dentsu pour BFM TV. Le Parisien révèle qu'un Français sur 4, donc 25%, est prêt à participer à la primaire des Républicains. D'autres chiffres donnent 12%, donc annonçant leur intention d'aller voter aux primaires. Donc tout ça est extrêmement variable. 8h59.